aujourd'hui à cette rencontre, conversation, classe de maître avec la grande Catherine Breillat, donc récipiendaire de notre Louve d'honneur 2023. Donc, cette louve a été remise hier soir lors de la première québécoise de son tout plus récent film l'été dernier. Donc, peut-être que certains d'entre vous l'avez découvert hier, ce film. Peut-être que certains d'entre vous vont le découvrir juste après la rencontre. Donc, c'est deux options pour entendre la réalisatrice et découvrir son film. Donc, la conversation sera animée par l'enseignante en cinéma et communication Laurence Lejour-Perras. Et on va bientôt commencer, mais on va inaugurer cette séance par la projection de la bande-annonce de l'été dernier. Donc, je vous souhaite une très, très belle matinée avec nous. Alors, j'aimerais d'abord que vous nous racontiez comment vous avez fait vos premiers pas comme cinéaste, puisque je sais que quand vous avez débuté, quand vous avez étudié, on n'enseignait pas la réalisation aux femmes. Aux filles. Oui, voilà. Alors, comment est-ce que vous... que j'apprenne à être monteuse ou script. Et moi, je voulais créer, en fait. Enfin, c'est un peu être infirmière, mais pas médecin. C'est très bien d'être infirmière. Mais si on a envie d'être médecin, on est médecin. Et donc, de rage, j'ai décidé que je serais écrivain, ce que je voulais être aussi. Et que comme j'étais très jeune, je serais éditée. J'avais 16 ans. À l'époque, j'ai eu mon bac à 16 ans. Donc, je suis partie à Paris. J'avais 1 an pour réussir. Il fallait que j'écrive, puisque je suis évidemment allée très, très peu aux écoles de langues orientales, où j'avais peu de chances d'apprendre une langue orientale. Mais c'était la seule école qui était à Paris, donc c'était le prétexte. Donc j'avais 1 an pour écrire un livre, être édité, et que mes parents ne me rapatrient pas en province. Et je me disais que si j'écrivais un livre, chose qui était vraiment très, très illusoire, mais on me demanderait d'en faire un film. Mais ça s'est quand même produit, mais pas au premier livre, au 3e. Ah, quand même. Et pas dans des très bonnes conditions, il faut bien dire. Après, j'ai compris comment on se faisait financer un film. C'était pas tout à fait comme ça. Mais bon, je suis partie avec des acteurs américains importants. Hiram Keller était quand même une star plutôt en Italie, pas aux États-Unis, mais en Italie, c'était une star. Bon, Shirley Stoller, elle était quand même la vedette d'Honeymoon Killers. Elle fait un petit rôle. Et je suis partie comme ça, avec une caméra 35. Le producteur, c'était son frère qui faisait le point. Il n'y avait même pas de son témoin. J'avais fait tous les costumes. C'était un film en costume. Tourné dans les années 70, mais ça se passait dans les années 60. Bon, alors j'ai un peu tout fait. Je voulais que l'herbe ne soit pas verte. Je crois que je lui ai mis de l'eau de Javel. Pas de glyphosate, mais de l'eau de Javel. Jaune. Et puis, un film, c'est très artisanal. En fait, je commençais très bien, j'apprenais l'artisanat. Et comme je ne savais... Je dois... C'est la corde vocale, elle est toute léger qu'elle me joue des tours tout le temps. On va vous attendre. Je ne savais pas du tout ce que c'était, même un raccord, je ne savais pas. Et donc, j'ai décidé que... on n'avait pas de travelling, on n'avait pas de zoom. Il y avait 2 mandarines qui sont 2 projecteurs. Et il avait juste un bas noir pour faire les filtres de la caméra. Ça marche très bien. Finalement, le cinéma, c'est aussi de la pensée. Il faut prendre des risques. Et comme je ne savais rien faire, je m'étais dit que l'image, j'allais m'inspirer de l'hyperréalisme américain, très cadré comme un tableau donc. Et bien finalement, je crois qu'on ne m'aurait pas appris ça à l'école. Et que c'est ce qui est le plus important. Le 2e film,
j'ai essayé de faire du cinéma normal, c'est-à-dire plus fluide, soi-disant. Or, la fluidité, ça vient avec le fait qu'on fait des plans de cinéma signifiants. Là, vous venez de voir, et je vous en parlerai, un petit bout de plan où j'ai tout d'un coup immobilisé Léa. J'ai fait changer la lumière, je vous en parlerai plus en détail tout à l'heure. Et ça raccorde, et tout le monde était effondré. Et je disais, j'en prends la responsabilité. Il faut que les plans me plaisent. Et tout d'un coup, il faut tout casser de ce qu'on sait. C'est-à-dire pas faire du réel, mais ce que j'appelle de la vérité. C'est-à-dire c'est beaucoup plus signifiant que d'être réaliste. À un moment, on s'ennuie avec le réalisme. Il faut faire un peu plus ou de l'expressionnisme, ou finalement comme la peinture, quoi. Ou comme les films dont on a rêvé. Et il faut s'arrêter de faire réaliste. C'est tout petit le réalisme. Néanmoins, quand on arrive sur le plateau le matin, bon, le scénario, on l'a écrit comme ça avec fièvre dans sa tête, même si c'est un remake, je me suis approprié beaucoup de choses. Et on écrit avec fièvre, on se dit les dialogues, même à voix haute. Des fois, je dois être ridicule quand j'écris. On imagine les acteurs, les décors et tout, mais ça, c'est de la littérature. Quand il est écrit, le scénario, c'est un sublime outil de travail, mais c'est un outil de travail. C'est pas le film du tout. Il y a le producteur qui croit que c'est le film. Les acteurs, malgré tout. Mais quand on arrive dans du concret, c'est qu'on arrive le matin, il y a de la caméra, il y a un décor. Si on ne l'a pas dessiné en studio, rien n'est pas de concorde avec ce qu'on a écrit. Et donc, il faut trouver comment faire cette scène. Là, on a 4 morceaux de papier le matin où il y a une scène ou 2 qu'on doit faire dans la journée, qui sont sortis du scénario, qui ne veulent, franchement, quand on arrive sur le plateau, un peu plus rien dire. Comment je vais faire ça? Bon, je vais commencer par la scène du mensonge. Alors, la cuisine n'était évidemment pas du tout comme j'avais prévu. J'avais prévu une cuisine. Là, il y avait un espèce de renfoncement qui était un peu une cuisine avec un bar. En fait, c'était beaucoup mieux que ce que j'avais prévu. Seulement, sur le moment, le matin, quand tout le monde attend que vous fassiez vite le plan, que vous savez tout, soi-disant, puisque vous êtes le metteur en scène, eh bien, c'est déconcertant. Il faut arriver à trouver assez vite comment on va commencer la scène, où on va mettre la caméra, et donc commencer à mettre en scène cette scène dont le tournage a quand même duré 4 jours. Bon, ça ne veut pas dire qu'on a tourné 4 jours pleins, mais il y avait de la nuit, et puis on avait les 2 petites filles qui n'avaient droit de tourner que 3h30 par jour. Donc ça nous coupait les journées en demi-journées. Quand il fallait les faire tourner, c'était une demi-journée à peine, et après il fallait passer sur la scène donc du mensonge. Il fallait donc il ne faisait pas encore nuit, ça veut dire qu'il faut borgnoler, qu'il y a des contre-champs infilmables parce qu'on verra des rideaux noirs. Enfin, il faut dealer avec tout ça, c'est artisanal. Et maintenant les acteurs, c'est des êtres humains, c'est pas des mots. Ils sont très différents. L'incarnation, c'est capital dans un film. Quand on a choisi les acteurs, les dés sont jetés. On ne sait pas où ils vont s'arrêter, sur quelle face, mais ils sont jetés. C'est eux qu'on verra. C'est plus les mots, c'est autre chose. Et donc, je mets Olivier. Je décide que, bon, il sait que son fils lui a dit qu'il avait une liaison avec sa femme. Et j'ai dit à Olivier, écoute, comme ça, t'as qu'à commencer là de profil et on va cadrer comme ça. Alors maintenant, la phrase, il ne faut pas la dire tout de suite. Il ne faut pas parler tout de suite. On a l'impression que les acteurs se débarrassent du texte. Alors je lui dis, tu vas lentement, tourner le bouchon d'une bouteille de whisky, tu te sers un. Et quand tu as fini d'enlever le bouchon, tu commences à parler. Tu dis un mot.
voyez, c'est complètement... C'est comme un chef d'orchestre qui se retrouve devant des musiciens. Il faut savoir quand ça commence, comment on étire la phrase musicale. Finalement, ça a beaucoup de rapport avec ça, la mise en scène. Parce qu'il y a 2 mots pour le métier que je fais. Moi, quand j'ai décidé de le faire, ça s'appelait metteur en scène de cinéma. Bergman, qui a été le déclencheur pour que je fasse des films, j'ai vu La Nuit des Forains à 12 ans et j'ai décidé d'être metteur en scène de cinéma. Et puis, quand j'arrive à être un peu connu, vu que ça a pris du temps, ça s'appelait réalisateur, mot qui me faisait horreur. Et en fait, sur un plateau, on est metteur en scène. Vous voyez, là, je suis en train de vous dire de la mise en scène, justement, et de cinéma. De cinéma parce que c'est la caméra qui est le spectateur. Donc ça s'appelle mettre en scène par rapport à la caméra. Donc par rapport à un cadre et que je verrai ce que je veux voir et l'image doit être signifiante. Donc, et pas insignifiante. Alors qu'on voit la même action et que les acteurs jouent très bien. Ils jouent exactement pareil, mais d'un côté, quand on met la caméra comme ça, quand on les modèle dans leur rythme et dans leur posture de visage ou de corps par rapport à la caméra, c'est signifiant ou insignifiant. C'est ça le cinéma, hein. C'est le cadre finalement, même en dehors du jeu des acteurs. Donc je lui dis ça, bon, tu parles Olivier, juste quand tu as fini d'ouvrir la bouteille de whisky et puis tu te sers, et là tu approches devant le comptoir. Là, et puis surtout, tu ne lui offres pas de boire, hein. Surtout pas. Tu es en colère, tu vas la mettre entre 4 yeux. Bon, il finasse un peu, il dit des choses pour arriver... et puis tout d'un coup, il s'est effondré. Mon fils a dit qu'il avait une liaison avec toi. Alors là, on passe sur Léa. Et je lui ai dit, Léa, c'est simple, rien. Tu dois être rien. Tu regardes devant et tu es totalement énigmatique. Je demande à la chef-op de la faire très blanche, à la lumière, qu'elle soit... je dis statufié. On ne sait pas ce que tu vas dire, on ne sait pas ce que tu penses. On sait que tu es démasqué, c'est tout. Et tu dois pas, à un moment, les larmes lui venaient aux yeux, alors je hurle. Mais non, qu'est-ce que tu m'emmerdes? Mais si tu pleures, c'est que tu avoues. Or, tu ne vas pas avouer. Tu dois être capable de rester impassible, les yeux droits dans le vide, et de ne pas pleurer. Alors que ça amène... Et je dis, puis je ne veux pas un haussement de sourcil, je ne veux pas un clignement d'yeux, tout ça, j'en veux pas. Impassible. Je lui dis, pense à Kim Novak, dans Vertigo. C'est justement parce qu'elle est impassible que tout se passe. Et donc, et après, bon, malgré tout, Olivier a une très très grande stature. Il a la stature du commandeur. Donc il se détache du comptoir, il arrive dans le champ. Il était cadré ce qu'on appelle plan américain, c'est-à-dire à la taille. Et en fait, quand il se déplace, il est en très 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 gros plan. Et là, le visage a une fureur, une densité, une méchanceté impressionnante. Elle ne peut pas échapper au côté entre 4 yeux. Mais elle est assise. Et je lui dis, Léa, bon, alors elle se lève normalement. Je lui dis, ça ne va pas du tout, Léa. Je ne sais pas, je n'ai pas du tout envie que tu te lèves comme ça, normalement. Tu vois, il est là, il est tout en haut. Et tu ne sais pas ce que tu vas dire, donc tu n'es pas pressé de te lever, tu es encore liquéfié à l'intérieur. Ça y est, la catastrophe est arrivée, mais tu es en état de sidération, tu ne sais pas quoi faire. Et tant que tu ne parles pas, que tu ne le regardes pas, la situation est encore maîtrisée. Ou du moins, elle n'est pas une situation de confrontation. Alors je dis à Léa, tu vois, moi je crois que le cinéma, contrairement à ce que vous croyez, c'est la lenteur. Il faut ralentir les mouvements. Parfois, il faut beaucoup les ralentir. Et je dis à Léa, tu vois, tu ne bouges pas, tu es toujours anéanti de terreur. Alors ce que tu vas faire là, il est en haut, tu vas
juste lever l'œil. Tu lèves l'œil et tu vois maintenant, c'est l'œil qui te lève. Ah mais oui, mais je parle comme ça, moi je fais des mots, je suis comme les Italiens. Hein. Et alors je lui dis, maintenant c'est l'œil qui te lève. Alors tu laisses l'œil en l'air, tu te lèves très lentement. Et moi je parle tout le temps pendant les prises. Donc je continue puisqu'elle ne parle pas. Je m'arrête dès qu'il y a du dialogue. On enlève après tout ce que je dis. Alors, et donc je lui dis, tu lèves, c'est ton œil qui te lève, tu montes. Et là, voilà, tu te trouves confronté. Et elle a changé de visage quand elle arrive en haut, c'est magnifique. Tout à fait. Mais il faut oser faire ça, vous savez, c'est un plan anormal. Les plans anormaux, c'est tout qu'on ose à peine faire, qu'on se dit, est-ce que j'ose faire ça? Eh bien oui, il faut oser, c'est ça le cinéma. Sinon, c'est du quotidien. Finalement, le quotidien avec des bons acteurs, tout le monde y arrive. Comme on a des très bons techniciens, et je trouve qu'on oublie beaucoup maintenant ce qui s'appelle l'écriture cinématographique. Ça, par exemple, c'est de l'écriture cinématographique. Rien n'est normal. Et ça vous paraît normal. J'ai envie de rebondir sur ce que vous avez dit par rapport au langage cinématographique, parce que vos films sont assez crus au niveau visuel. Dans l'été dernier, c'est un peu plus propre que dans Anatomie de l'enfer, par exemple. Quoiqu'on entend quand même les bruits, on sent la bave, il y a des fluides corporels, il y a de la glaire, du sperme, tout ça. Alors, je me demandais pourquoi c'est important pour vous d'aller jusque-là au niveau visuel, au niveau sonore même. On entend les baisers à queue. Parce que moi, j'aime l'intimité, l'ultra-intimité. J'aime scruter mes acteurs comme ils se scrutent eux-mêmes dans les moments ou difficiles, ou au contraire les moments finalement dont on ne sait pas comment ils arrivent, parce que comment deux personnes qui ne s'en doutent pas presque l'instant d'avant vont finalement coucher ensemble. Donc ce degré d'intimité et la bascule est impressionnante. Et à ce moment-là, dans l'intimité, il n'y a pas la pudeur, justement, les bruits font aussi partie de l'intimité. Et le fait que mes acteurs rougissent, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils rougissent beaucoup dans le film. Mais comment vous les choisissez, justement, vos acteurs qui sont parfois très, très jeunes, très candides? Puis qui vous allez, je crois, voir ce soir le frère aîné de Samuel, Paul Kircher, qui est un acteur mais impressionnant, et qu'en fait j'avais choisi l'année d'avant. Et Paul, j'ai eu beaucoup de mal à monter le film, enfin mon producteur plutôt a eu beaucoup de mal, et l'année d'avant on n'a pas tourné le film. Et Paul, qui a un talent absolu, a commencé à tourner 2 films en France où il a la vedette. Il a commencé donc sa carrière un peu sur les chapeaux de roue. Et moi, quand j'ai enfin l'argent de faire le film, il était en train de tourner Le règne animal. Donc je ne pouvais pas l'avoir. Alors je fais tous les acteurs de Paris. Il m'ennuyait. Alors j'appelle Paul, je lui dis, tu sais Paul, je suis quand même... C'est épouvantable, tu peux vraiment pas faire mon film. Il avait quand même pris 1 an de trop déjà, hein. Mais il était quand même mieux que tous les autres. Et je lui dis, tu peux vraiment pas le faire. Non, je tourne. Et je lui dis, parce que tu comprends, les autres, je lui dis tous les noms, ils se connaissent tous. Mais non, mais ils sont bien, mais ils m'ennuient, tu comprends, ils m'ennuient tous. Toi, t'étais du Champagne. Et il me dit, mais il y a mon petit frère. Et in extremis, on n'avait absolument pas de garçon, on ne pouvait pas tourner. Aucun qui me plaise. Faire un film avec un garçon qui m'ennuie, qui ne me plaît pas, qui je trouve aucun charme, même s'il est un très bon acteur, ça ne sert à rien. Bon, donc, Samuel est venu faire les essais et ça a été tout de suite l'enchantement. Sauf qu'il haussait beaucoup les sourcils et il se faisait beaucoup de rides. C'est un tic, ça, quand les gens on le traque. Souvent, ils haussent les sourcils. Je ne sais pas, ça les rassure. Et on est un peu moins dans le rôle.
Et j'ai appelé Paul, je lui ai dit, ton frère, il est sublime, mais enfin, je suis inquiète parce que quand même, il faut lui défoncer le front. Et il faut absolument qu'il apprenne le texte désormais, sans le jouer du tout, parce qu'il prend des tics chez lui. Il veut jouer bien, et c'est comme ça qu'on joue mal. Surtout quand on est un très jeune acteur. Ce qu'il faut, c'est qu'il passait le bac en même temps. Hein, donc je crois que l'énorme scène des essais, qui était une scène que j'avais prise à ma sœur, il la savait modérément quand même. Et il faut qu'il sache le texte, mais sur le bout des doigts, mais qu'il l'apprenne en faisant autre chose, pour ne pas y penser. Le jeu, c'est moi. La situation, je le mettrai dans la situation, ça c'est moi qui le ferai jouer. Lui, il faut qu'il joue, mais pas du tout. Il parle juste, c'est très important, il parlait juste. Et puis il bouge comme un félin, il a fait beaucoup de danse, Samuel. Il est très intelligent et il a la grâce, donc ça suffit après. Après, il faut lui faire éprouver des émotions, parce que vous voyez, les acteurs, c'est un drôle de métier. Qu'on le veuille ou non, les acteurs, leur outil de travail, c'est leur corps. Et ensuite, même s'il y a des choses qui sont simulées dans un film, comme les scènes d'amour, par exemple, c'est pas, contrairement à Romance, c'est pas un film où les scènes d'amour sont explicites, comme on disait à l'époque. C'est évidemment totalement simulé. Mais ce qui n'est pas simulé, et c'est bien plus intime, mais pour ça qu'ils rougissent, et c'est les émotions. S'il y a une chose que les acteurs ne peuvent pas simuler, surtout en gros plan, c'est les émotions. Ils doivent les éprouver. C'est pour ça que c'est un métier. Et j'avais dit à Léa, tu sais, Léa, les corps nus, ça m'intéresse très modérément. Je passe très vite. J'ai juste besoin qu'on comprenne la situation. Parce que moi, ce que j'aime, c'est filmer des visages nus. Il faut que tu saches que la nudité des visages, c'est bien plus dur. Une fois qu'on a enlevé son peignoir, c'est du travail, on oublie qu'on est nu. Mais un acteur, on oublie complètement tout le plateau de travail. Personne ne se dit l'acteur est nu, on se dit juste il faut faire la scène. Et il faut que la scène, comment on va la faire pour qu'elle soit vraiment, qu'il y ait de l'émotion, que ça soit beau, qu'on soit scotché. Et moi, je dis à mes acteurs, je veux pas seulement... je veux avoir l'impression d'être de trop. Je veux avoir l'impression d'être entre vous deux. Vous voyez, j'ai fait souvent du cinéma qu'on appelle maintenant malaisant. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que la fiction, c'est très important. On est assis dans son fauteuil, on regarde de la fiction et on se projette dans les personnages. Mais secrètement, on reste assis dans son fauteuil. Et moi, je n'observe pas le gentleman agreement que les spectateurs peuvent dire oui, c'est sublime. En fait, secrètement, ils se reconnaissent. Ils se projettent dans les personnages, mais ils n'ont pas besoin de se l'avouer. C'est ça la fiction et c'est ça qu'on aime. Moi, je les force. Je rapproche tellement le spectateur de l'intimité qu'il est forcé de se reconnaître. Et ça, c'est parfois malaisant, comme on dit. Ça a suscité beaucoup d'hostilité et de colère anormale. Je ne fais que des petits films. Mais je pense, j'ai bien analysé que c'est pour ça. Je filme l'ultra-intimité. Et je dis à mes acteurs, non seulement dans une scène d'amour, il faut que j'ai l'impression que je ne devrais pas être là, tellement c'est intime, mais même que je ne suis pas le spectateur, donc je suis entre vous deux. Je participe. Donc c'est des scènes assez stupéfiantes à tourner, parce que ça met quand même le plateau en état de sidération, je peux vous dire. Si vous, comme spectateur, vous dites « Ah !» vous avez l'impression de regarder même pas par le trou de la serrure, mais que c'est vous. Puis comment vous faites pour les diriger, les acteurs, en fait, parce que vous avez eu des acteurs très jeunes, comme je le disais tout à l'heure. Le Samuel dont vous parliez, c'était pour l'été dernier, mais
Caroline Doucet, je crois, Elle pour... n'était pas si jeune, elle avait 22 ans. Ça faisait quand même mais quand 4 même! ans, 4 ans qu'elle élisait le président de la République, par exemple. On considérait qu'elle était adulte, donc. Mais ça a été tout un... ne serait-ce que pour l'expérience, parce que vous dites, Non, vous mais dites il faut que reconnaître, et Oui. je ne le reconnaissais pas à l'époque, qu'en fait, pour éprouver des émotions aussi fortes, quelque chose qui peut aussi déclencher une certaine hostilité du public, ou de se tromper, c'est quand même pas un film, même s'il y a des actes sexuels, c'est quand même un film qui n'est pas à la hauteur du film de cul du tout. Donc, évidemment, et puis éprouver autant d'émotions qui sont réelles, même quand les actes sont simulés, eh bien, on n'en sort pas indemne. Et ça, je crois qu'on parle de coach d'intimité, c'est de la connerie. Mais avec les jeunes acteurs, ce qu'il faudrait, c'est quelqu'un qui les accompagne et les prenne par la main après le film. Parce que là, même pour nous qui sommes vieux, c'est pas une question de jeunesse, c'est tellement, tellement intense. Ce film avait la grâce. Il y a un moment où c'était tellement sidérant de tourner. Ça, au début, c'est très difficile et très pénible, au moins 2 jours. Mais quand le film a pris le contrôle et qu'il apparaît et qu'on commence à savoir comment sont les personnages, comment ils font jouer, que les acteurs prennent la maîtrise, alors c'est la grâce absolue. On est en état de bonheur. Bon, mais un jeune acteur à qui on ne fait que des compliments, on s'occupe de lui du matin jusqu'au soir, on va le chercher en voiture, on lui dit « Ah, mais c'est génial, mais c'est génial ». Qu'est-ce que voulez-vous? Ça s'arrête soudainement. Et là, il y a une phase dépressive obligatoire pour tout le monde. Quand le film s'est arrêté, mais le lendemain, mais tout le monde était stupéfait de ne pas se retrouver sur le plateau. Et pourquoi? C'était si bien. Certes, on se lève trop tôt, certes, on travaille beaucoup, mais c'était si bien. Donc ça s'arrête tout le monde. On est adulte, on a un côté dépressif. Les très jeunes acteurs, ils ne savent pas ça. C'est impossible à gérer. Moi, je pense que, par exemple, avec Caroline, ça s'est passé, et je ne m'y attendais pas du tout. Avec Samuel, ça s'est passé aussi. Mais lui, d'abord, il est très, très bien accompagné par sa famille, par son frère, par sa mère qui est actrice, par son père qui est acteur. Donc, elle a été... Pendant qu'il tournait, mais sa mère était ravie. Il imite très bien, figurez-vous, Samuel. Elle m'a dit, tous les jours, il rentrait, j'étais au courant de toute la journée de tournage, il m'imitait totalement, je devais être ridicule d'ailleurs. Mais, et il était dans un état de bonheur en même temps. Comme il est très très jeune, il me l'a écrit d'ailleurs, il éprouvait des sentiments qu'il n'avait jamais éprouvés. Ça pose question d'ailleurs. Faire éprouver à un très très jeune acteur des sentiments, des émotions qu'il n'a jamais éprouvées dans sa vie. Alors évidemment, ça met dans un état d'exaltation, etc. Et donc sa mère trouvait que c'était tellement bien, que ce film le faisait grandir. Mais après, elle a été inquiète quand il y a eu la période. Moi, il m'a dit, Samuel, qu'il avait même eu des idées un peu suicidaires. Vous voyez, c'est très, très, très compliqué. Et franchement, le coach d'intimité, mais on s'en fout. C'est pas du tout ça le problème, c'est autre chose. Le problème, et je viens de vous le dire, parce que les scènes d'amour, où il ne faut pas les faire si on est un metteur en scène qui n'est pas capable de les gérer, on ne va pas, alors que c'est des scènes où il y a le plus d'enjeux, introduire quelqu'un qui est autoproclamé coach d'une science toute nouvelle dans laquelle il n'y a pas d'université, pas de diplôme, rien, que le conformisme ambiant, et qui va dire comment on doit faire pour préserver l'intimité, alors qu'être acteur, c'est que livrer de l'intimité, justement, et des émotions, c'est pas l'intimité du corps. D'abord, maintenant, il y a des cache-sexe en sparadrap, figurez-vous, qui viennent du film porno. Ça, j'avais encore jamais vu ça. J'ai été muette de stupéfaction. Et là, je dois dire d'horreur, parce qu'entre parenthèses, il faut les placer, ces cache-sexe. J'imagine même pas comment. Mais enfin, il semble que les acteurs soient très contents, et finalement, on s'en arrange très bien. Donc, très bien.
Bon, mais comment on fait une scène d'amour? Moi, personnellement, je la fais entièrement avec mon corps, qui est pourtant tout cassé, par rapport à la caméra et le sentiment. Parce que puisque je dis que je veux filmer des visages nus, c'est qu'il faut que je les voie tout le temps, d'une manière optimale. Donc, toute seule, avec mon équipe, et donc la première assistante et l'équipe technique, on cherche. Là, les acteurs, je leur dis rien. Et le coach d'intimité pourrait rien dire non plus, puisque je ne sais absolument pas comment je vais tourner la scène. Je la cherche. Donc, je me dis, bon, voilà, sur le lit, là, on fait ça, et puis on pourrait faire ça. Bon. Mais pour que le visage et dans le mouvement émotionnel soit devant la caméra, bon, il faut après une torsion du corps. Si je fais ça, j'appelle ma chef-op, je lui dis « Jeanne, là, ça va, je suis dans le cadre ?» Elle me dit « Oui, c'est très bien cadré. » Et je dis « Parce que ça, je suis dans l'émotion du geste. Le geste est vrai. Tout est faux après. Hein. » Et donc, après, je fais... Il y a mon assistante qui vient faire l'homme parce qu'elle faisait 1m80. Et alors, ça correspondait plus comme gabarit. Et l'ingénieur du son était beaucoup plus petit. Il venait faire Léa. Moi, je faisais Léa par rapport... du coup, je faisais Léa avec ma première assistante qui faisait bien l'homme. Donc, c'était ou Théo ou Pierre ou le mari. Et puis, donc, après, il fallait faire Léa. Je chorégraphiais tous les gestes. Mon ingénieur du son, il venait faire la même chose. J'allais regarder au combo. Vous voyez, ça se fait comme ça. Il est où, le coach d'intimité, là? Pour empêcher des frôlements des techniciens ou de moi? Ça ne sert à rien. Ces autoproclamés de la morale, ces Savonarola, ces ayatollahs minables, ça ne sert à rien. Et après, j'appelle les acteurs. Léa, qui n'avait jamais, elle était très très compliquée cette scène parce que je voulais qu'on entende bon, ça commence quand même entre les jambes de Léa, c'est quand même un peu, disons, sensible comme plan. Il faut en plus qu'il soit très graphique. Donc c'est complètement acrobatique, hein, parce qu'il ne faut pas croire que c'est joli comme ça. Hein. Pas du tout naturel. Il faut quand même qu'il y ait une cuisse qui ait un angle par rapport à l'autre, mais rien n'est naturel. C'est un exercice de contorsion. Il faut que Samuel rampe sur le corps de Léa d'une manière tout à fait naturelle, fluide et jolie. Sinon, on va voir les caches-sexes en sparadrap, ça sera affreux. Qu'il arrive dans le miroir, qu'il dise sa phrase, et qu'ensuite on repasse en direct sur la scène entre lui et Léa. Enfin, c'est cauchemardesque pour les acteurs et pour la caméra et le point, et le machinot qui doit bouger, parce que la caméra, elle bouge, pour que la scène soit belle. Et donc, il faut avoir aussi de l'art, de l'affinité, que le machinot sente dans son corps comment il fait évoluer la caméra au bon moment et tout. Enfin, c'est ça, le cinéma. C'est pas des coachs d'intimité, c'est pas du moraliste, de gens qui savent pas ce que c'est que le cinéma. Ça, c'est sur le papier. Hein. Alors, sur le plateau, c'est pas comme ça. Excusez-moi, Léa allez-y. Je peux vous couper. Et comme elle n'avait jamais fait de scène d'amour et que je lui dis « Ça y est, Léa, j'ai trouvé comment le faire en un seul plan. J'ai trouvé, c'est formidable. » Elle se frotte les mains. Elle me dit « Bon, alors on le fait tout de suite. » Je dis « Non. Non, moi, j'ai dû passer une demi-heure ou une heure à faire ça. » Et je lui dis « Maintenant, il faut que tu apprennes tout par cœur. Samuel aussi, c'est une chorégraphie très, très compliquée. Vos corps, ce n'est pas les nôtres. Ils n'ont pas la même morphologie. Donc, il faut que j'ajuste maintenant la chorégraphie avec vos corps à vous. Et puis, il faut qu'on regarde ça vraiment au combo, contrôler que le cadre soit parfait, que vous appreniez parfaitement, que tu arrives à tenir des positions impossibles qui font mal. Et il a l'air naturel, hein, la scène. Tout à fait. Et bon, on répète, ça prend presque une heure la répétition pour que tout le monde soit au point.
Et ensuite, on tourne. Voilà. Et peu à peu, la scène monte, les choses se passent bien. Il y a aussi des ratés parce que le visage de Samuel dans le miroir, c'est un miroir vénitien. S'il apparaît dans les motifs, ça fait trop compliqué, ça fait hamiltonien, chichiteux. C'est pas bien. Il faut qu'il apparaisse dans le miroir, mais là où le miroir est miroir. Bon, voilà, c'est très compliqué, comme vous voyez, et c'est très naturel après. C'est comme les danseurs. On croit qu'ils font des pointes. C'est très naturel. Ben non, ils ont les pieds en sang, et ils font comme si c'était, comme s'ils s'envolaient avec grâce. Mais c'est pareil, les acteurs. En fait, c'est un métier incroyable. Seulement, quand on y arrive, quand on a enfin la scène, on commence à tourner. J'ai tourné au moins 2 heures par une chaleur épouvantable. Il faisait très, 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 très chaud. Nous, on avait des masques anti-Covid. En plus, l'équipe respirait à peine. Et puis, bon, on commence à tourner. C'est long, hein, la scène. Donc, on commence à tourner. Je pense que vers la 10e prise, ça commençait à être très bien. Enfin, techniquement, ça se passait très bien. Mais, comment dire, j'étais pas scotché à mon écran. Donc, il y a le truc de sidération qui manque. Donc, on recommence, ça devient de plus en plus difficile de... À la fois, on les connaît par cœur, les positions, mais ça devient... Les muscles se fatiguent beaucoup quand même, parce que vous imaginez pas, d'ailleurs. Léa, maintenant, elle appelle les scènes d'amour des cascades. Moi, je parle tout le temps. Il faut qu'ils restent concentrés comme s'ils étaient seuls au monde. Et bon, je vois, tout d'un coup, j'en ai marre de Samuel dans le cadre. Alors je lui dis, dégage Samuel, dégage. Et là, je vois que c'est mieux, qu'en fait, il fallait que je finisse sur Léa. Et on arrive, c'est quand même, la scène est très très bien. 13e prise, tiens. Et j'osais pas faire la 14e. D'abord, c'était l'heure de déjeuner. On était épuisés, c'était quand même très très bien. Est-ce que vraiment j'avais l'exigence d'en faire une autre qui risquait d'être identique? On se demande quand même, hein, si ces acteurs, on n'exagère pas avec eux. Et en même temps, il faut être ultra... Ça, c'est même des décisions morales. Parce que comme cinéaste, je me dis, mais est-ce que je baisse pas les bras? Est-ce que je suis pas assez exigeante? Et en même temps, comme femme, et quand même, est-ce que finalement, je n'épuise pas mes acteurs dans des scènes compliquées tout de même très intimes, où, comme vous voyez, le couche d'intimité n'a aucune place, mais n'empêche que c'est très intime, puisque c'est des scènes d'intimité et d'intimité de l'âme. Donc bien plus intime, l'intimité du corps, vous avez bien vu que, même si vous croyez qu'il y en a très peu. Par contre, intimité de l'âme, il y a beaucoup. Et ça, est-ce qu'on peut exiger ça de ces acteurs sans fin? Bon, finalement, mon assistante me dit, mais si Catherine, tente-en une dernière. T'es vraiment la dernière. Hein. Je lui dis, tu crois, parce que quand même, des fois, j'exagère. Elle me dit, non, tu peux y aller. Et rassurée, je tente une dernière. Et là, ça va. Samuel dégage au moment où ça commence à m'emmerder, ce mouvement répétitif, parce que le mouvement de faire l'amour, c'est mécanique et répétitif et emmerdant. Il faut que ça prenne de la symbolique, que tout d'un coup, l'image s'éclaircisse et qu'on se mette à rêver. Et finalement, on rêvait quand il y avait moins de réalisme et quand on était tout d'un coup sur Léa toute seule, qui ne rentre plus dans le champ. Et bon, ça, c'était très bien, mais quelque chose me manquait. Et je me suis tout d'un coup rappelé que Marie-Madeleine en extase, puisque j'avais fait prendre à Léa exactement la même position que le tableau de Le Caravage, mais exactement la même, qui est très très particulière. C'est pas du tout celle du tableau au-dessus du lit. Ça, c'est l'amour conjugal. L'amour extatique, c'est Le Caravage. La tête n'est pas du tout pareille. Le cou est arc-bouté. Elle s'appuie sur le haut du crâne, comme ça. C'est encore une fois totalement athlétique. Et tout d'un coup, je me dis... et je me souviens que cette Marie-Madeleine en extase, longtemps, on l'a appelée Marie-Madeleine au tombeau.
Alors je pointe le doigt sur Léa, je lui dis « Meurs Léa, meurs, 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 meurs tout de suite ». Elle meurt. Mais c'était ça la scène. Tout d'un coup, il y a un espèce de souffle de sidération, quelque chose qui se vide en vous, un frémissement qu'on a dans la nuque et que tout le monde a. Et oui, on a la scène. Elle est presque pareille que les 3 ou 4 précédentes, mais il y a quelque chose qui se passe en plus. Parce que c'est aussi de la poésie, le cinéma, c'est aussi du rythme. On est aussi chef d'orchestre. C'est pour ça que je parle tout le temps, je les recadre, je fais le rythme de la scène. Je crois que je suis assez particulière, ceci dit, là-dessus. Mon producteur était affolé, il avait les premiers rushs, mais il m'a dit « Mais tu parles tout le temps, c'est montable ?» Je dis « Oui, je parle jamais quand il parle. » C'est la clé. J'ai acquis une habileté diabolique, je les laisse parler et je m'arrête. Et eux aussi, ils ont une habileté diabolique parce qu'il faut qu'ils soient prêts à m'entendre, à faire tout ce que je dis, comme si je disais rien et comme si c'était naturel dans la scène, pas s'évader de la scène. Enfin, je peux vous dire que là, j'ai des acteurs, mais prodigieux. Alors, vous avez beaucoup parlé de l'été laisse dernier. pas parler la personne. Non, mais c'est vous qu'on veut entendre, c'est pas moi. Là. Clairement, ces gens-là sont venus vous entendre, pas moi. C'est super passionnant, mais vous avez beaucoup parlé de l'été dernier, du tournage de l'été dernier, mais j'aimerais savoir, parce que l'été dernier, c'est une adaptation d'un film danois, oui. Queen of Hearts. Et puis, c'est un producteur qui vous a approché pour que vous l'adaptiez, le réalisiez. Puis, qu'est-ce qui vous a parlé dans ce film-là? Quand tout le monde, vous êtes dédaigné par tout le monde et qu'il y a déjà un producteur qui a le désir, c'est le cinéma et c'est la vie. Donc déjà, on a envie de relever le challenge. Je regarde le film, ce dispositif du mensonge et du déni qui est au cœur de tous mes films, le déni, hein, c'est un dispositif scénaristique incroyable. L'actrice danoise est incroyable, l'acteur danois aussi d'ailleurs. Mais c'était aussi comme du Shakespeare. On peut se confronter à ça sans faire un remake, mais en faisant un film. Et vous voyez, quand vous allez au musée, j'y vais beaucoup moi, j'adore la peinture du XVIIe. Mais vous voyez des piétas, des piétas, des piétas, des piétas, il n'y a pas de remake, il y a un peintre, il y a un auteur. Et vous croyez que puisqu'on fait du cinéma avec de la chair humaine, Léa Drucker n'est pas un remake de Trine, l'actrice danoise. Elle est Léa Drucker, c'est comme ça. Le cinéma, ça se construit avec de la chair humaine, c'est carnivore. Et là, il n'y a pas de remake, il y a autre chose. Est-ce que vous avez l'impression, parce que vous avez parlé du déni, qui se trouve dans vos films. Donc, est-ce que vous avez l'impression que ce film est en continuité avec ce que vous avez fait avant? Oui, et par rapport au film danois, qui curieusement est beaucoup plus cru, où moi je ne voulais pas d'une prédatrice, le mensonge, je l'ai gardé presque tel quel. Par contre, je ne voulais pas d'une prédatrice, je voulais que l'adolescent soit beaucoup plus tendre. C'est une petite frappe à l'adolescent du film danois. Comme vous voyez, Samuel, il est quand même comme un ange, un peu. Certes rebelle, perturbé, un peu pervers par moments. Et je voulais que ça soit lui aussi qui la séduise. D'ailleurs, la première scène d'amour, c'est lui qui jouit d'elle. Elle, on ne la voit pas jouir, du tout. Je voulais qu'il y ait quelque chose de va-et-vient moral et des émotions, et que ce soit plus sur la tentation, le désir, qui est beaucoup plus de fraîcheur. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai appelé l'été dernier, parce que je voulais de la lumière, de la fraîcheur, de l'insouciance. Et aussi la séduction et l'attirance de quelqu'un pour l'autre, c'est incontrôlable. Alors, dans le film danois, elle est prédatrice, elle contrôle très bien ça. Là, non, elle succombe, c'est tout à fait différent. Même si on peut dire qu'elle est l'adulte, qu'elle commet une faute, c'est sûr. Enfin, qui n'en commet pas. Vous voyez, humain, ça veut dire justement pas infaillible. Et c'est ça qui est beau dans l'humanité, c'est qu'on n'est pas des gens infaillibles, moraux, qui ont toujours raison. Et voilà. Et tous ceux qui faillissent sont bannis de l'humanité. Ben non, c'est le contraire. Et ça, j'avais envie que dans le film,
qui d'ailleurs, je pense que les spectateurs se projettent souvent ou par affinité, ou dans un personnage, ou dans l'autre. La fin est très ouverte. Alors, vous allez sans doute voir la fin. C'est pour ceux qui restent et qui l'ont vu hier soir. Donc, vous allez voir la fin ouverte tout à l'heure. On a su plutôt que vous étiez, ce que vous pensiez des coachs d'intimité. C'était très intéressant. Alors, vous avez toujours refusé les étiquettes. Parce que je pense que c'est ce qu'ils sont. Alors, vous avez toujours refusé les étiquettes de cinéma féminin ou de cinéma féministe. Mais est-ce que vous croyez pas que votre cinéma contribue à mettre en lumière les inégalités entre les hommes et les femmes ou à les rétablir, peut-être donc les exposer? Bon, moi, je suis archi-féministe. Mais quand je fais du cinéma, je suis cinéaste. Si j'avais choisi de n'être que féministe, j'aurais été une femme politique. Et j'aurais été féministe. Je suis cinéaste. J'ai même droit aux mauvais sentiments. Et j'ai même droit de montrer des femmes dans des situations que les féministes réprouvent moralement, mais qui, en fait, sont vraies. Donc ça, c'est autre chose aussi. Et je pense que j'aime pas le mot de cinéma féminin, parce que, comment dire, et je déteste, vous savez, puisqu'on est français, qu'on mette un E à hauteur. Moi, je suis une auteure, parce que j'ai de la hauteur. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de E. Alors qu'autrement, une hauteur, là, ça baisse. C'est affreux. C'est affreux. Et tous les mots de l'émotion, justement, torpeur, frayeur, peur, terreur, rougeur, pâleur, enfin, tous les mots de l'émotion sont en heure, sont féminins, n'ont pas de E. Parlons français. Ne mettons pas de la pudibonderie, du féminisme de merde à des gens qui ne savent pas parler français. J'ai pas besoin de E, j'en veux pas. Parce que justement, je suis une auteure. Et d'ailleurs, maintenant, j'ai décidé, puisqu'il y avait un E à homme, et que comme dit Jésus-Christ dans les évangiles, Dieu créa l'homme, il les créa, mâle et femelle. Donc je suis une homme, comme ça résout le problème. Ça résout. Il y a un E, vous voyez bien que je n'ai pas besoin d'en mettre un autre. Oui, et donc féminin, c'est souvent pour réduire le champ des possibles. Or, quand j'ai commencé, moi, à faire du cinéma, j'ai quand même compris qu'effectivement, puisque si peu de femmes avaient fait du cinéma, on avait des sujets. Créer, c'est faire des choses qui n'ont jamais été faites. J'avais des sujets qui n'avaient jamais été faits. Quand je suis allée pour la première fois, j'étais sur le point de tourner Une vraie jeune fille. J'ai déjeuné, figurez-vous, je m'en souviens très très bien, avec Roberto Rossellini à Paris, au Récamier, tiens, rue de Sèvres. Et je lui ai dit, je devais être d'une arrogance, je me prenais pour un grand metteur en scène, pas un petit, je n'avais jamais tourné une image. Mais il était évident que j'étais un très grand metteur en scène, point. Sinon, je n'aurais pas commencé à faire du cinéma, si ce n'était pas pour devenir un très grand metteur en scène. Donc, dans cet état d'assurance extrême, je devais l'agacer un peu quand même. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que vous croyez que vous allez amener au cinéma de plus en racontant l'histoire d'une jeune fille que ce que les hommes ont déjà fait? Ce qui quand même est un peu borné et machiste comme question, mais qui était normal. Hein. Il ne faut pas faire du révisionnisme. Quelqu'un qui parle comme son époque est tout simplement normal. Parce qu'il était très bien, Rossellini, je ne l'accuse pas. Hein. Par ailleurs, il déjeunait avec moi, il m'écoutait. Il me donnait des conseils, c'était quelqu'un de formidable. Et son cinéma est sublime. Mais il se trouve, alors je lui ai répondu, mais c'est le regard de la honte. Parce que ça, c'est vous qui nous l'a donné, et c'est nous qui l'apportons. Donc c'est ça que je vais faire, et c'est un sujet totalement nouveau. Une manière d'apporter la jeune fille, non pas sous les yeux du séducteur qui est troublé par l'innocence et malgré tout la fragilité, et
le trouble de la jeune fille par rapport à lui, il raconte ça, un homme. Moi, j'allais raconter la fureur et le trouble d'une jeune fille qui se découvre, et qui se découvre jeune fille, et qui ne sait pas ce que ça veut dire, sauf que qu'elle a un sexe de fille, finalement. Et que toute cette inégalité ne vient que d'un sexe. On ne peut pas faire du cinéma comme metteur en scène parce qu'on est une fille, ça veut dire avoir... du côté des résultats au baccalauréat et tout, j'étais très, très brillante. Donc, ce n'était pas en ça que je différais d'un homme qui pouvait faire du cinéma. Je ne différais que par un sexe. Ça vous rend, c'est troublant, ça vous rend féministe forcément. Puisqu'on n'a pas les mêmes droits, on n'a soi-disant pas la même possibilité quand on est une fille. Bon, alors c'est évidemment... Ça a donné aussi Romance, qui est une quête en identification sexuelle. Bon, mais est-ce que ça s'appelle du cinéma féminin ou du cinéma tout court, au fait? Moi, je pense que ça s'appelle du cinéma tout court, clairement. Mais qu'il y a une perspective féministe, tout de même. On sent votre rapport à... On sent, de mon point de vue de spectatrice, que vous souhaitez dénoncer quelque chose. Est-ce que c'est conscient ou c'est... Oui, mais je souhaite... Vous voyez, les filles, quand elles faisaient de la peinture, on nous demandait d'avoir bon goût. Moi, j'ai pas bon goût, je suis frontale, je suis brutale, je suis violente. C'est pas comme ça que devaient être les filles. Elles devaient être comme Marie Laurencin, qui est une très très bonne peintre. Mais quoi? Il y a de la délicatesse. Moi, la délicatesse, j'appelais ça de la mièvrerie. Je voulais être d'une brutalité totale et je disais, je veux être Bacon, je ne veux pas être Marie Laurencin. Donc, pas prendre de gants. Avoir la même brutalité que si ça avait été un homme, sauf que les hommes sont très mièvres par rapport à l'intimité parce qu'ils sont très timides là-dessus. Et aucun homme ne l'a filmé d'ailleurs. Parce que justement, c'est trop intime. Et vous savez, un metteur en scène sur un plateau, certes, il dévoile ses acteurs, il les déshabille peut-être, mais lui-même se dévoile énormément. C'est très, très impudique d'être metteur en scène. On est bien obligé, soit aussi, de se faire violence pour aller à la vérité et faire des scènes vraies. Alors, il va falloir conclure avant de donner la parole aux spectateurs. Mais j'aimerais savoir, donc, c'est ça, vous dites que pour se connaître, il faut se reconnaître. Je vous ai entendu dire ça. Alors, qui est-ce que vous souhaitez qu'ils se reconnaissent dans vos films? Mais dans ce film, il y a une offre. On peut se reconnaître dans un personnage ou dans un autre, avoir de l'empathie pour un personnage, de l'antipathie pour l'autre. C'est comme une moire, ce film. Ça fait perdre les repères du bien et du mal. Et selon un peu qui on est ou qui on est à ce moment-là, parce qu'on n'est pas qui on est tout le temps, c'est aussi mouvant. Et ben, moi, je sais que quand j'étais petite à Niort dans les Deux-Sèvres, je détestais la ville où j'étais. J'étais programmée pour devenir, selon mes parents, professeur dans l'école où j'étais élève. Vous voyez l'avenir, hein, sur place. Bon, j'ai vu pour la première fois donc un film de cinéma qui était La Nuit des Forains. Et là, tout d'un coup, ça m'a parlé. Ça m'a parlé de moi. Et c'est ça, pour se connaître, il faut se reconnaître. Et c'est pour ça que la fiction est si importante. Et que cette fiction, il ne faut pas avoir... C'est formidable, hein, le mouvement MeToo, je ne le critique pas. Le retour de bâton, c'est qu'on voudrait maintenant intimer l'ordre aux artistes de se conformer à ce qui est bien maintenant, qui n'était pas bien avant. Mais pour... voilà, ben ça, un artiste ne peut pas être conformé et conformiste, ne peut pas... Il doit être moral, mais pas moraliste. Donc, il y a une vraie tentation de la... Je suis complètement consternée quand on décide qu'on ne voit pas plus, on ne peut plus exposer Picasso parce qu'il a été méchant avec les femmes. D'abord, on n'en sait rien. D'abord, il faut toujours replacer les gens dans leur époque et leur contexte.
Et donc, il ne faut pas commencer... moi, j'ai une passion pour L'idiot de Dostoïevski, j'avais une passion pour Rogojine. C'est un macho et un meurtrier, il faut le reconnaître. Et c'est annoncé depuis le début. Est-ce qu'il faut supprimer tout ça? Parce que maintenant, on en est là. Hein. Supprimons. Le cas Ravage, il a tué. Et je suis tout à fait contre. N'empêche que c'est... Comme peintre, il m'apporte énormément. Il faut dissocier la vie privée des artistes et le fait qu'ils soient des grands artistes ou non. Moi, ça va beaucoup plus m'abaisser des grands conformistes qui font tout bien, qui ont la morale, le moralisme, le bien pour eux, que des artistes créateurs qui montrent la vie telle qu'il est. J'ai envie de pouvoir filmer des serial killers si j'en ai envie, des violeurs si j'en ai envie, de voir que malgré tout, c'est des êtres humains. Et ce qui se passe, c'est d'observer tout. Et c'est pas pour ça qu'on ne va pas avoir d'empathie comme spectateur pour ces personnages-là. Donc je fais aucun mal. Dire ce film, je sais qu'il y a des gens qui se sont... Christine Angot en France, elle a fait une drôle de... Enfin bon, ceci dit, elle avait besoin de cachetonner et de faire son éditorial, hein. Mais elle n'arrêtait pas de dire qu'elle adorait le film et tout, mais comme elle se sentait coupable d'avoir de l'empathie, alors elle a fini par dire que c'était inadmissible de faire un film pareil, qu'après la Familia Grande, l'enthousiasme des gens contre l'inceste, la découverte et tout. Mais moi, il n'y a pas d'inceste dans mon film, c'est de la fiction. Léa Drucker, c'est pas la belle-mère de Samuel Kircher. C'est des acteurs qui jouent. Quand même pas se mettre des œillères idéologiques à tel point qu'on confond tout. Merci beaucoup. Alors, on va prendre les questions du public. Voilà. J'imagine qu'il y a des gens qui aimeraient bien s'adresser à Mme Breillat directement. Oui, monsieur. Ah. Bonjour. Merci d'être là. J'ai vu qu'un film de vous l'été dernier, mais j'ai beaucoup apprécié et ça m'a beaucoup marqué et j'ai hâte de découvrir vos autres films. Je vais vous poser une question un peu potentiellement simpliste au niveau moral, mais j'ai envie de vous entendre exprimer là-dessus. C'est l'idée que la manière dont la séduction dans le film est amenée, et filmée et mise en scène, comme vous avez dit, avec une sorte d'insouciance dans la séduction, dans l'atmosphère, et en contraste avec la scène du mensonge, qui est toute autre gravité. Donc, la question que je me pose, ou je veux vous entendre exprimer dessus, c'est pour vous, enfin, je comprends que peut-être comme vous avez dit, c'est une faute humaine qu'elle fait, le personnage de Léa Drucker, c'est une faute, mais c'est une faute humaine. Mais est-ce que le faute quel est plus grave, le faute de l'acte ou le faute du mensonge pour vous, par rapport au déni et par rapport aux conséquences pour le jeune, si vous avez... Les conséquences pour le jeune, il aura son premier chagrin d'amour. Il faut bien qu'il arrive un jour. C'est l'éducation sentimentale. Quand elle lui dit « tu es jeune », il ne veut pas le croire parce que les jeunes se croient toujours vieux. Mais les vieux savent bien, ils en ont eu des chagrins d'amour dont ils ont cru mourir et puis on s'en relève. Là, le problème avec un tout jeune, c'est comme ça que j'ai tourné la fin, c'est que ça pourrait être le jeune Werther, qu'un chagrin d'amour très violent, il ne s'en relève pas et qui se suicide. Là, ça serait le drame. On voit bien que ce drame ne va pas arriver. Oui, il a un chagrin d'amour violent. Enfin, ceci dit, il a aussi beaucoup manipulé, lui. Il a beaucoup joué avec le feu et il a quand même beaucoup allumé. C'est l'éducation sentimentale. Où on dit que maintenant, quand on tombe amoureux de quelqu'un, on reste avec lui jusqu'à la mort, sinon on est coupable.
Le divorce existe, nous avons tous, ou presque tous. C'est rare les gens qui restent toute leur vie avec leur premier amour. Ça existe. J'ai l'impression qu'Emmanuel Macron est de cette, race-là. Et Brigitte Macron, elle était quand même personne ayant autorité, puisqu'elle était son professeur. Il n'avait que 15 ans. Samuel en a 17. Il faut quand même se dire que dans la vie, il n'y a que des cas particuliers. Et puis, la loi est faite, la loi morale est faite, évidemment, pour donner un sens général qui est important d'avoir, hein, parce que c'est des bases. Mais les bases, c'est basique. Ce n'est pas forcément la réalité de la vie d'une personne qui est singulière avec une autre personne qui est singulière. Et j'avais aussi envie de donner aux spectateurs la liberté de ça, de ne pas rester sur quelque chose de très schématique. Le film est très complexe. On voit bien que l'attirance, elle ne le sait même pas au début qu'elle est attirée par lui. Quand ils reviennent du lac, ils ont simplement un bonheur incroyable. Ils ne savent ni l'un ni l'autre qu'ils vont coucher ensemble et qu'en fait, ils sont en train de tomber amoureux. Il y a juste un bonheur que le spectateur voit et partage, une insouciance. Et quand elle ment, là, c'est autre chose, parce que cette femme, elle était... non, on ne peut pas dire qu'elle s'ennuie avec son mari et que le ménage et la famille n'allaient pas bien. Ils avaient encore des relations ensemble. Bon, c'est pas la même chose que quand on tombe amoureux, que c'est un embrasement et que faire l'amour tout d'un coup est une découverte, que tout est nouveau. C'est ce que dit Pasolini. Il appelle l'amour la chose toujours nouvelle. Bon, alors il y a embrasement passionnel et bon, c'est irrésistible. Mais est-ce que quand même il a dénoncé ça, et alors qu'elle voulait préserver absolument sa famille. Elle aime son mari l'aime, les petites filles, elle les aime, et alors elle va tout bousiller. Elle fait le choix de Sophie. De toute façon, elle est certainement très en colère contre lui, et puis elle ne veut pas, elle veut préserver sa famille, même si la famille, on sait bien qu'on appelle ça la cellule familiale. Quand on se lie à quelqu'un, on veut vivre avec lui, on veut fonder une famille, c'est aussi un enfermement, il ne faut pas le nier. Mais c'est aussi ce dont on a besoin. Voilà. Et elle a commis une faute, elle n'aurait pas dû étourdiment se laisser finalement embraser et entamer cette liaison qu'elle veut. Elle veut d'ailleurs qu'il n'y ait qu'une fois. Dès la première fois, elle s'aperçoit qu'elle a fait quelque chose qu'il ne fallait absolument pas faire. Seulement c'est fait, et finalement, elle n'est pas elle-même capable de tenir la promesse qu'elle lui fait faire à lui de plus jamais recommencer. Bon, ça c'est aussi une faute. Mais bon. Mais est-ce que, pour ça, est-ce qu'elle va le bousiller? Lui aussi, il bousille sa famille. Il sait très bien qu'en disant à son père, et on ne sait pas si c'est parce que tout d'un coup, avec son père, il se sent qu'il est aimé et qu'il s'effondre parce qu'il a du remords de coucher avec sa belle-mère et que donc il a avoué à cause de ça, ou est-ce qu'il a avoué pour se venger d'elle? Ça, on ne le saura jamais. Parce qu'elle l'a jeté. Mais elle se retrouve avec ça. Bon, ben c'est le choix de Sophie. Vous croyez qu'elle a envie de le sacrifier? Pas du tout. Mais elle a encore moins envie de sacrifier son mari, ses deux petites filles, ce qu'elle a construit. Et puis, c'est pas une femme, c'est quand même, on sent bien aussi que c'est une femme à qui il est arrivé dans son enfance, dans son adolescence, quelque chose de terrible et qui l'a totalement traumatisée. Léa dit que l'aventure avec Théo, c'est aussi une réparation. On vit tous et on grandit tous avec des traumatismes, des réparations, des choses dont on croit qu'on ne va pas se relever et dont on se relève. Bon, évidemment, si c'était un viol, ça serait beaucoup plus grave. Bon, là, c'est grave, mais on passe tous par des choses graves. Et je trouve que vraiment, le mensonge, c'est le choix de Sophie.
elle ne décide pas de le sacrifier. C'est un sacrifice et elle ne le fait pas. On voit bien à la fin que quand même elle ne le fait pas de gaieté de cœur et qu'en fait elle est très éprise de lui et voilà. Mais elle choisit sa famille. Elle lui a toujours dit ça. Et moi je suis pour la famille. C'est aussi un film qui est la défense de la famille, même si c'est beaucoup plus ennuyeux que d'en faire qu'à sa tête et de virevolter. Merci. Une autre question? Bien, bonjour. J'ai toujours pas eu la chance de voir votre dernier film, mais j'ai une question qui me trotte dans la tête depuis pas mal de temps. À ma sœur. C'est un film qui dilaté. Moi, je vous considère comme une des dilateuses du temps en cinéma, comme Albert Serra ou Bruno Dumont. Attendez, Mais il y a beaucoup d'écho dans le micro. Peut-être qu'il faut OK, oui. qu'il soit, parce que Mais cette fin qui arrive au milieu de nulle part, comment vous y avez pensé? Est-ce que c'était au plein milieu du tournage? Est-ce que vous y avez pensé en amont? C'est tellement surprenant. Non. D'ailleurs, mon producteur a été très surpris, mes acteurs aussi. Et non, vous savez, à un moment, le film, je vous dis qu'il avait la grâce, et à un moment, le film se dirige tout seul. La fin, je l'avais d'abord tournée, elle est presque comme elle avait été écrite, où c'était juste un jeune homme, c'était beaucoup plus, qui venait se faire dire qu'il avait compté pour pouvoir repartir dans la vie sans avoir l'impression qu'il n'a été qu'un Kleenex, mais que cet amour a été important. Pour lui, c'était la réparation pour se construire. Et puis j'avais déjà tourné le plan de la fin, parce que comme il devait être sous, j'avais l'intention de le saouler un peu, modérément, puisqu'il n'a que 17 ans. Mais je voulais que la scène de la fin, dont je vous ai expliqué que les scènes d'amour, c'est hyper précis, hyper acrobatique et tout, il soit en possession de tous ses moyens. Donc j'ai dit, je commence par la scène de la fin, puis après on va remonter le temps, je vais faire le reste. J'ai fait le reste tel que c'était écrit. Et dans la nuit, mais j'ai commencé à paniquer, à me dire, mais je ne vais jamais pouvoir franchir l'espace. Je ne peux pas raccorder ça avec la scène d'amour finale que j'adore totalement. Du coup, je ne pourrais pas mettre la scène d'amour, la scène avec le mari quand elle revient, avec qui lui dit tais-toi, l'alliance qui brille dans le noir, parce que j'avais demandé une fermeture au noir. Mais c'est comme ça, je l'ai imaginé sur le moment. Vous voyez, quand on écrit, on ne dit pas qu'on improvise. Eh bien, quand on tourne, c'est pareil. Il y a aussi de l'inspiration et on se dit, je vais faire ça. Est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que c'est pas trop? En fait, tous les plans sublimes, je me suis toujours demandé, est-ce que j'exagère pas? Est-ce que c'est pas trop? Mais je les imagine de terreur la nuit, en général, la veille du tournage. Et là, j'avais quand même tourné la scène où il se retourne, mais il pleurait pas comme ça. Il était juste un jeune homme en colère et rebelle, où quand il lui dit « on n'a pas de putain d'accord », et la scène contre le portail, il ne lui balavait pas dessus, il l'embrassait à peu près normalement. C'était très joli. Et dans la nuit, j'étais désespéré, je me suis dit que j'avais assassiné mon film, que je ne pourrais jamais monter, je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Le lendemain matin, j'ai appelé Léa, je lui en ai parlé, j'ai appelé Samuel, je lui en ai parlé, parce que je ne savais pas non plus si je devais faire la fin comme Phèdre sur Léa, et Samuel m'a dit « Ah non, moi j'ai toujours lu que c'était sur moi ». Et puis j'avais appelé mon producteur, on devait regarder les rushs et essayer de savoir qu'est-ce qu'il fallait bien pour pouvoir faire. Je ne savais pas. Puis un peu avant que mon producteur n'arrive, j'ai compris. Tout d'un coup, j'ai eu une illumination et je me suis dit, il faut monter l'émotion énormément. Au cinéma, pour raccorder des choses pas raccordables, tout passe sous le coup de l'émotion. Et j'ai dit, on va retourner. J'étais emmerdée parce que les acteurs s'étaient quand même embrassés à bouche, que veux-tu devant le portail. En plus, j'étais très contente. Il faut retourner. C'est compliqué, hein, parce qu'une scène où les acteurs, bon, ils savent qu'ils vont la faire, ils la font. Mais après, elle est tournée, ça passe derrière soi, quoi. Recommencer, il faut encore se dire, il faut que je fasse cette scène. C'est un truc
qui n'est pas du tout évident à demander à des acteurs. Alors je leur dis, mais cette fois, ça va être autant on emporte le vent. Je suis tout à fait capable de faire ça. Et donc j'ai imaginé cette scène, j'ai dit à Samuel qui n'avait jamais pleuré de sa vie, je lui ai dit, si tu vas pleurer, bon, je mets d'abord un tout petit peu de menthol pour vous dire les choses techniquement, mais ça fait des larmes de crocodile. Hein. C'est pas parce qu'on se retourne en larmes qu'on est émouvant. Et je lui dis, non, mais ça va pas, t'es pas du tout émouvant. Tu restes retourné à la caméra autant que tu veux, mais moi je veux que quand tu te retournes, les larmes, elles viennent du fond de l'âme, que je sois bouleversée, parce que dans ce cas-là, elle est bouleversée et elle te rejoint. Si tu n'es pas bouleversant, elle ne va pas te rejoindre. Et bon, finalement, assez vite, c'est quelqu'un d'assez... C'est assez un prodigieux acteur, hein, Samuel. Et vous verrez que son frère aussi. C'est une famille formidable. Et je crois que vous le verrez ce soir, hein, le règne animal, c'est pas ce soir. Ah, bon, alors Si, il y a des gens qui ont l'horaire en tête. Bon, enfin, je vous engage à y aller, il paraît qu'il est renversant. Et donc je dis ça, Samuel, il se retourne là, et c'était absolument bouleversant parce qu'il avait les larmes, mais il y a aussi la morve, enfin il y a évidemment tous ces fluides qui font qu'on sait que c'est vrai, que c'est pas des larmes de menthol, c'est autre chose. Et donc, du coup, on peut raccorder que Léa l'a rejoint et qu'ils sont sur le portail. Et là, je lui dis, non, mais cette fois, tu ne l'embrasses plus. Hein. Tu titubes sur elle et tu l'embrasses. Je lui dis, comme ça, moi. Tu l'embrasses pas. Tu promènes tes lèvres, ta bouche, je veux voir les muqueuses. En fait, tu lui baves dessus. Tu mets du mouillé. Et rien, pas de baiser réellement. Et là, la scène devient magnifique. Et je disais, je veux que du mouillé, je veux des larmes, la salive, la morve, tout mélangé. Et là, la scène devient très singulière et on n'a jamais fait ça pour le coup. Et c'est ça, faire du cinéma. C'est montrer des images qu'on n'a jamais vues. C'est très amusant et en même temps très embarrassant. Alors, c'est sur cette note qu'on va se quitter aujourd'hui. Merci beaucoup, Catherine Breillat. Merci.